Épisode numéro 76 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous et merci d'être là avec nous en ce mercredi 20 août 2025. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. À mes côtés cette semaine, comme à chaque semaine, Sébastien Berroir qui est là. Monsieur Berroir, comment allez-vous? Ça va très bien. Les Yankees, ça va un petit peu mieux. Fait que, ça aide à mieux aller. Toi, c'est vraiment ainsi vont les Yankees, ainsi va Sébastien. J'en mets un petit peu, là, mais quand même. Non, mais pas pantoute. Fait que... Et de l'autre côté, Pascal Harvey qui ne se laisse pas influencer par la saison des Yankees pour savoir s'il est de bonne humeur ou pas. Donc lui, on peut vraiment lui poser la question. Pascal, comment vas-tu aujourd'hui? Ni par celle des Cardinals. Parce Ni que par celle sinon, des ça Cardinals. irait pas nécessairement très bien. Mais Non. ça va super bien quand je suis avec vous autres, les gars, en milieu de semaine comme ça. Ça m'amène ailleurs, ça coupe ma semaine en deux, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Donc, ça va bien, pour répondre à ta question. Content d'être là et d'apprendre que tes humeurs ne sont pas en lien avec les Cards parce que sinon, je pense que tu n'aurais pas eu de grands moments depuis 2022. Et en 2023, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Mais écoute, au moins, peut-être qu'un jour, tu vas avoir Yadia Mal... Ah, ben non, Oliver Ben, Marmol qui s'enligne pour rester. D'ailleurs, parlons-en ça, un peu de ça avant d'aller sur les Blue Jays. Il y a combien de vie, Oliver Marmol? Parce que, tu sais, on s'entend que, tu sais, il a été amené parce que c'était un jeune gérant émergent. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et là, il y a un changement de direction qui s'en vient et on s'enligne pour conserver ses services. Et il va toujours, Pascal, y avoir l'ombre d'Albert Pujols, il va avoir l'ombre de Yadier Molina, puis tu sais quoi? Il va avoir l'ombre de Skip Shoemaker aussi, parce que c'est un produit de l'organisation. Évidemment, pas un gars qui va avoir son numéro 4 ou 5 retiré comme les deux autres, mais un gérant de l'année quand même à Miami, un gars qui a les cartes tatouées sur le cœur. Ça fait quand même trois gars, là, trois gros monuments quand même, dans une certaine mesure, qui sont derrière lui. Puis malgré vents et marées, on dirait qu'il arrive toujours à trouver une façon de survivre, Marble. Hein? Ben, il en est peut-être rendu à sa 3e ou 4e vie, mais Oui. n'empêche que c'est selon Ken Rosenthal, puis on l'a lu en fin de semaine, avec le changement là, à la présidence des opérations baseball, c'est James Bloom qui va prendre la place de John Mozeliak. Oui. Il a presque ou quasi confirmé que la transition se ferait très lente et sans douleur pour, entre autres, Oliver Marmol. Donc, il va, somme toute, continuer son travail. Mais comme tu le dis, c'est fragile, c'est très précaire. Puis des saisons comme la dernière, l'avant-dernière, même cette année, personne ne s'attendait nécessairement à ce que les Cards brillent au sein de leur division, mais n'empêche que on s'attendait peut-être à un peu plus. Moi, je m'attendais peut-être à un peu plus. N'empêche que ce n'est pas une grosse saison. On ne joue pas pour 500. Il va toujours y avoir quelqu'un dans l'angle mort de Marmol, puis il va toujours devoir le considérer. Puis même cette année, on a poussé encore ça un petit peu plus loin. On a demandé à Yadier Molina de venir agir comme instructeur invité à la grande satisfaction des partisans des Cards, mais c'est sûr que Marmol, oui, il a dû la trouver drôle, mais en même temps, ça laisse peut-être quand même un petit goût amer. Là. Sébastien, de ton côté, si je te place dans les souliers de James Bloom, qu'est-ce que tu fais avec le poste de gérant? Est-ce que tu préfères y aller d'un changement? Est-ce que tu crois en Marmol? Est-ce que tu dis c'est trop tôt pour Molina ou c'est trop tôt pour Pujols ou tu travailles pour Shoemaker? Tu as un autre nom? Comment tu vois ça? Ben moi, si je suis un partisan des Cards, j'espère que c'est le baiser de la mort, cette déclaration-là. Parce que, Marmol, pour moi, il n'aurait pas dû être là cette année. On lui donne une chance. Encore une fois, il ne fait pas le travail. Puis, tu le disais, Pascal, il est arrivé, c'est un jeune gérant, il est arrivé un petit peu cocky, avec une attitude. Ça a fonctionné pas très longtemps. Là. Puis là, ça commence à faire un petit peu de temps que ça ne fonctionne pas. Fait que oui, ça prend un changement. C'est sûr qu'on ne le fera pas dès maintenant. Fait que, est-ce qu'on est en train de s'acheter du temps et on est en train de placer nos pions pour faire la bonne chose? Parce que c'est une chose de se débarrasser de Marmol, mais après ça, il faut que tu prennes la bonne décision pour amener le bon gars à la bonne place. Parce que à Saint-Louis, présentement, les partisans ont fait sentir notre mécontentement. Les assistances sont à la baisse, puis ça va durer tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un club gagnant sur le terrain. Puis ça commence entre autres par le gérant. Donc, on va avoir des décisions importantes à prendre, mais la première de tout ça, ça va être de se débarrasser d'Oliver Marmol.
Ben, Marmol, c'est pas l'homme de Bloom, là. C'est pas Bloom qui l'a mis là, évidemment. Donc, il peut très bien prendre la décision de le retirer. La seule chose, le seul élément qui plaît dans sa faveur actuellement, c'est qu'il a pris une année d'expérience supplémentaire. Mais c'est toute une question d'offre ou de demande. Là, à un moment donné, tu as Marmol qui est là avec des résultats X. Puis là, tu te demandes si un des trois, Charles-Alexis que tu as nommé en début de point, est prêt à faire le travail. Ben, éventuellement, il y en a un des trois qui va être prêt à le faire, le fameux travail. Puis, c'est sûr que quand tu associes une gloire de ta concession, c'est sûr que Schumacher n'est pas nécessairement dans la même catégorie que les deux autres, mais n'empêche, il est associé à cette concession-là. Donc, Marmol est sur un siège éjectable, évidemment. Il n'est pas dans la position la plus enviable des gérants actuellement dans le baseball majeur. Sébastien, moi, je me demande, t'aimes combien de gérants dans MLB? C'est une très bonne question. À vous, hein? Mais tu le sais, là, tu me connais, moi, des gérants qui oui, se servent des statistiques avancées, mais ils vont continuer à gérer. Présentement, on a beaucoup de gérants qui ne gèrent pas. Les décisions sont prises avant le match. Est-ce que c'est nécessairement de leur faute à eux? Pas nécessairement. On le sait que c'est des décisions d'organisation, mais des gérants qui vont avec le feeling, il n'en reste pas beaucoup. Des Terry Francona, des gars comme ça qui, encore, ils ont le feeling de la game, qui sont capables de prendre la bonne décision au bon moment, qui ont tellement d'expérience, qui se servent de cette expérience-là et qui se servent des statistiques avancées quand c'est le temps. Moi, c'est ce genre de gérant-là que j'aime voir à l'œuvre sur un terrain, puis il y en a de moins en moins de cette trempe-là. Puis ceux qui sont là se font de plus en plus pousser. Là. Tu prends Pascal, un Joe Madden. Là. Joe Madden, lui, il l'a dit très clairement. Il dit, si vous voulez me ramener, ça va être à ma manière. Puis à ce que je cherche, le téléphone, il ne sonne pas, puis le temps passe, puis il ne sonnera plus le téléphone pour Joe Madden parce que des gérants comme ça, c'est pas ce que les DG recherchent. Là. Ben, moi, j'avais lui en tête là, comme un old school coach là, à la Terry Francona. Pat Murphy incarne beaucoup ça actuellement chez les Brewers. Ça marche. Ça marche. Ben oui. Ça marche. Mais tu sais, des Bruce Bochy, des Bob Melvin, le jour où ils vont partir, il va y avoir des tendances lourdes de les remplacer par des petits génies, comme tu les appelles, Sébastien, là, qui se font dicter par des statistiques, ce qu'ils doivent faire et ne pas faire en fonction du livre de jeu, en fonction des lanceurs, en fonction des lancers, et ainsi de suite. Moi, je suis pour laisser de la place au feeling aussi. Hein. C'est des humains. Ouais. C'est des humains qui sont sur le terrain également. Moi, je laisserais plus de place à gérer selon les situations. Puis, des petits marchés là, ou des organisations que ça ne fonctionne pas, pourquoi tu ne l'essaies pas, Joe Madden? T'sais? Oui, la tendance n'est pas là, mais ça ne marche pas dans ton organisation. Pourquoi tu n'essaies pas de changer le vent de côté puis essayer une nouvelle approche? Peut-être que ce n'est pas nécessairement les joueurs qui sont en place le problème. Peut-être que c'est un problème organisationnel puis que si tu changes quelque chose, ça peut s'en aller dans la bonne direction, mais on ne veut pas le faire, ce genre de changement. As-tu un Oriole de Baltimore en tête, toi? Si le chapeau leur fait, ils peuvent le mettre. Ça n'arrivera tellement pas avec des jeunes comme ça, mais j'aime l'idée. Ils en auraient vraiment besoin, en tout cas. Ouais, ils ont besoin de bien des affaires. Ils ont besoin d'une nouvelle épaule hein, pour Félix Bautista, d'ailleurs, 12 mois sans leur releveur. Là. 12 mois, là, on est à la fin août, là, ça veut dire 2027. Là. Il n'aura pas joué beaucoup hein, dans les. Mettons qu'on prend les 5 années. Là, non. Il a été bon 5 minutes, puis ça aurait été tout. Là. Mais tout un 5 minutes. Oui. Là, il va y avoir une situation à gérer. Quand ton meilleur prospect est un receveur, puis que ton ancien meilleur prospect est un receveur, c'est un heureux problème, là, mais à un moment donné, il va falloir que tu fasses jouer les deux en même temps. Hey, d'ailleurs, question pour vous, messieurs, en parlant des Orioles. Là, en début d'année, là, si je vous avais dit, nommez-moi un jeune qui pourrait, mettons, signer un contrat de 400, 500, 600, peu importe où ça va monter, ben moi, je vous aurais nommé probablement le nom de Gunnar Anderson. On a-tu parlé de Gunnar Anderson cette année pour les bonnes raisons? Il y a eu des circuits. Ça arrive des fois, le genre, OK, Gunnar Anderson a son circuit, puis là, tu réalises que c'est son, je dis n'importe quoi, mais c'est son 14e. D'accord. C'est dur en général. Hein, ils ont été éprouvés par les blessures. Mais les gars qui sont en place, Jackson Holliday, une bonne saison, mais on ne s'attend pas à une saison d'MVP nécessairement de sa part, mais il n'y a personne comme qui se lève du lot, puis c'est Rochman, puis c'est Anderson, Pascal, qu'on regardait. Oui, effectivement. Non, écoute, il n'y a rien qui a fonctionné en même temps. Tu ne peux pas dire
sais, à Toronto, là, quand Guerrero fonctionnait moins, Bichette fonctionnait bien. Puis, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui prenait la place de quelqu'un, puis il y avait des pièces interchangeables. À Baltimore, là, c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, quand il y en a un qui fonctionne pas, on dirait que ça tire tous les autres vers le bas. Ça draine vraiment négativement l'équipe. Puis, tu sais, c'est pas un changement au poste de gérant qui a aidé la saison des Orioles. Il était beaucoup trop tard, anyway. Puis au Monticule, ben écoute, il n'y a rien de potable là. Puis on s'attendait à ce que Rutschman prenne ce lead-là. Si Anderson ne le prend pas, on se disait, ça va être Rutschman, c'est lui le cœur de cette équipe-là, c'est le visage de la franchise. Puis on se disait aussi que, bon, l'année passée, ça ne s'est pas bien passé. C'était une mauvaise saison, ça va se replacer cette année. Mais non, ça continue à chuter. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose chez les Orioles qui fait que ça ne fonctionne pas puis on n'est pas au courant. Est-ce qu'il y a un gros manque de leadership dans cette formation-là? Peut-être, mais je pense que ça cache quand même quelque chose. C'est organisationnel, selon moi. Mais c'est dommage parce qu'il va y avoir de la gaspille de talent au pouce carré tantôt, hein, parce que cette organisation-là était reconnue comme l'organisation numéro 1, qui repêchait bien, qui développait bien. Mais là, une fois qu'ils sont rendus dans ton club du baseball majeur, tu fais quoi avec? C'est beau de les développer, c'est beau de les monter, mais encore faut-il qu'ils continuent de performer puis qu'ils continuent de se développer. Puis on dirait que rendu en haut, ça tombe flat. Là. Absolument. Sur cette intro qui était totalement prévue de 10 minutes sur les Cardinals et les Orioles et Joe Maddon, Sébastien, allons voir ce qui se passe du côté des Blue Jays de Toronto. Situation, Sébastien, qui fait jaser aujourd'hui. On a finalement trouvé une solution au fait que Shane Bieber va lancer vendredi et qu'une rotation, normalement, ça compose 5 lanceurs partant. On se dit, est-ce que le club va décider d'y aller à 6? Est-ce qu'il y a un lanceur qui va aller en relève? Si oui, lequel? Est-ce qu'il y a un lanceur qui va aller sur la liste des blessés? Si oui, est-ce que c'est fantôme? Est-ce que c'est une vraie blessure, etc.? Et finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'envoyer Eric Lauer, qui est peut-être... J'ai-tu le droit de dire que c'est le lanceur partant le plus performant depuis 2 mois? T'as entièrement le droit. Là, OK, écoute, j'avais définitivement prévu de dire cette phrase-là quelque part au mois de février, sans parler des Bisons de Buffalo, là, en parlant des Blue Jays. Mais c'est un lanceur partant qui fait le travail. Évidemment, il n'y a pas le contrat des autres, il n'y a pas la renommée des autres. Il ne s'en va pas au temple de la renommée comme Max Scherzer, ou du moins, s'il va au temple de la renommée, ben, il fait comme tout le monde puis il achète son billet. Mais c'est un joueur qui vraiment fait sa marque présentement. Et là, on l'envoie en relève, là où il a commencé l'année. C'est peut-être juste temporaire, il n'y a rien de décidé, il n'y a rien de coulé dans le béton, les blessures peuvent changer la donne ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ce mouvement de personnel-là d'Eric Lauer qui va être disponible dans l'enclos contre les Marlins en fin de semaine? Moi, ça m'a un petit peu surpris. Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est sûr que c'était le lanceur le plus facile à envoyer dans l'enclos de relève. Ça, il n'y a aucun doute. Mais pourquoi est-ce qu'on se précipite ce week-end à envoyer tout de suite un lanceur partant dans l'enclos de relève? Où est la précipitation? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on justement, on ne veut pas donner une journée de congé supplémentaire à notre trio de tête, à Max Scherzer aussi, qui lance bien, mais qui a besoin de repos. On le sait, là, c'est pas un jeune poulain. Il a besoin de ce repos-là. Tu ne veux pas qu'il se reblesse encore cette année. On a l'occasion de le faire, puis tout de suite, à la première occasion, on envoie l'Howard dans l'enclos. Ça, c'est une chose. Une autre chose, José Berrios, pourquoi c'est pas lui qui s'en va dans l'enclos? On s'entend que ça ne va pas très bien par les temps qui courent. Une baisse de vélocité sur sa balle rapide qui fait que ses autres lancers vont moins bien. Il y a certains départs là, qu'on peut dire qu'il se fait pelleter. Là. C'est pas nécessairement représenté sur le tableau, mais il se fait frapper tellement solidement. Donc, pourquoi pas l'envoyer dans l'enclos de relève, lui donner quelques journées de congé supplémentaires, mais au lieu de ça, c'est Lauer qui se retrouve dans cette situation-là. Pour moi, c'est douteux. Moi, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, Lauer, c'est un gaucher. Oui. C'est pas mal le seul gaucher. C'était pas mal le seul gaucher de la rotation. Là, tu t'enlèves des possibilités. Je veux dire, là, tu vas avoir une rotation qui est complètement composée de droitiers. Bieber, j'ai rien contre. Là, il a gagné, ce gars-là. Tu le dis, Charles, Lauer n'a pas la renommée, n'a pas le contrat des autres. Il est facile à tasser, il est facile à mettre dans l'enclos. Mais là, tu viens de prendre ton seul lanceur gaucher qui avait les meilleures statistiques depuis au minimum 1 mois, même plus.
puis tu le sors de la rotation, c'est peut-être qu'ils vont le regretter à court terme. Puis j'espère qu'ils vont s'ajuster en fonction de ça. S'ils ne s'ajustent pas, ils vont peut-être commettre une grave erreur. Là. Ça se peut parce que c'est un lanceur qui est, un lanceur qui est important depuis le début de l'année. Tu peux pas. Les Blue Jays ne sont pas là sans Eric Lauer. C'est ce genre de signature-là qui a passé dans le beurre puis qu'on a vu durant l'hiver. Ah, ben Lauer à Toronto, OK, un bras pour les Bisons, puis au pire. Mais personne ne pouvait s'attendre à ce dénouement-là. Mais on a les deux mains dedans. Et ben, Eric Lauer s'est fait rappeler que la vie est injuste parce que c'est évidemment, il n'y a pas la renommée des autres ou quoi que ce soit. Pascal, il y a Matt qui nous demande à ce sujet-là. Lorsque Lauer est mis dans le bullpen, est-ce un message pour un Berrios ou Gausman s'il continue à être moyen sur la butte? Ben, je l'espère. Je l'espère que c'est un message que si eux ne performent pas, ben Lauer, il est le prochain à revenir dans la rotation, justement pour équilibrer un peu, pour avoir un bras, pour avoir une patte gauche au sein de la rotation, parce que c'est plus facile de se préparer quand tu sais que tu vas toujours affronter des droitiers que lorsque tu as un gaucher que tu sors une fois de temps en temps. Puis en plus, quand tu as le luxe d'avoir un gaucher dans ta rotation que tu peux faire lancer aux 4 jours ou aux 5 jours, ben ça, tu l'as plus, ce luxe-là. Là. Non, ça fait différents effets. Comme tu le dis, on n'a plus ce luxe-là. Il y a Richard Morris qui nous dit ici, Bieber va lancer 3-4 manches et Lauer va suivre. Les décisions sont juste remises à plus tard. Ça se peut qu'il y ait une espèce dans le monde du baseball, on appelle ça un piggyback, donc deux lanceurs qui lancent un à la suite de l'autre et c'est prévu comme ça pour aller créer un peu l'effet d'un lanceur partant au bout de la ligne. Mais Sébastien, moi, ce que je me dis en regardant tout ça, c'est par la force des choses, Shane Bieber, il doit avoir de la pression, même s'il vient d'arriver, parce qu'on comprend que tu reviens d'un Tommy John, que tu arrives dans une nouvelle organisation. Mais écoute, il a été acquis, quand un espoir quand même qui est important, il a été acquis pour aider les Blue Jays, pas juste à se qualifier par la peau des fesses en séries éliminatoires. Là, ça fait en sorte que son retour, on pousse un gars comme Eric Lauer dans l'enclos. Et aujourd'hui, il y a un Fisher qui a été envoyé dans les mineurs. Évidemment, on comprend tous que c'est pour faire dans 2 jours de la place à Shane Bieber. Pourquoi pas un Little ou un N, c'est des questions d'option aussi de pouvoir envoyer le gars dans les mineurs ou pas. Donc, d'envoyer Fisher en bas, d'envoyer Lauer dans l'enclos, c'est 2 décisions quand même qui ont été prises par les Blue Jays. Donc, c'est pour ça que je te dis, jusqu'à un certain point, Shane Bieber n'a pas beaucoup de lousse. Là, il va falloir qu'il ressemble au gars qui lançait à Buffalo la semaine passée. Oui, exactement. Ça vient avec cette pression-là. Je pense qu'il est capable de la prendre. S'il demeure en santé, je ne pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Mais oui, il va devoir performer. La bonne nouvelle pour les Jays, par contre, c'est que justement, on a des options. Si ça ne fonctionne pas pour Bieber, c'est Lauer qui va revenir dans la rotation. Puis, ça va continuer comme c'était. On ose espérer. Est-ce que Lauer va continuer à jouer de la sorte? On ne le sait pas, mais il faisait tellement bien. Puis en plus, il mange des manches. On a besoin d'épargner la relève. Lauer peut le faire. Donc oui, ça met de la pression sur Bieber parce que, oui, là, c'est une décision qu'on prend dès maintenant, mais on va en avoir d'autres à prendre pour les séries éliminatoires parce que c'est pas la même situation. On y va plus à 4 partants. Donc, il y a une autre partant qui va devoir aller dans l'enclos qui ne sera pas dans l'alignement des Jays. Donc, est-ce que cette décision-là nous propulse au mois d'octobre? Est-ce que ça va être la même? Je ne le sais pas. Il peut se passer tellement de choses d'ici là. Mais on ne peut pas beaucoup se tromper à Toronto parce que ça peut très vite nous revenir dans le visage. Puis là, l'avantage, c'est que Bieber va faire son départ contre les Marlins. Mais il ne faut pas que ça devienne un écran de fumée. Il ne faut pas que ça soit de la poudre aux yeux pour que Bieber fasse un bon départ, fasse bonne impression contre les Marlins, puis se ramasse plus tard contre une équipe de plus gros calibre, puis s'écroule. Ce serait dommage. Mais tu le dis, Sébastien, je veux dire, Lauer, il n'est pas parti très loin. Là. Il est en quelque part dans l'enclos. Donc, on peut rapidement le ramener dans la rotation. Mais n'empêche que de faire son premier départ contre les Marlins, c'est aidant, c'est facilitant. Ça va peut-être lui enlever la pression, Charles, que tu annonces qu'il a assurément. Mais moi, ce n'est pas son premier départ que je crains. C'est peut-être plus son deuxième et son troisième. Ouais. C'est une chose de performer dans le baseball majeur, c'est une autre d'aller chercher de la constance. Parce que si tu performes bien une fois puis que ça va mal pendant 2-3 départs après, ça n'amène pas grand-chose. Les équipes aiment bien ça quand tu sais ce que tu peux recevoir de la part d'un joueur. Donc, on verra si ce sera le cas de Shane Bieber.
Pascal, comme tout le monde l'avait prévu, les Blue Jays ont gagné leur départ contre Paul Skeens. Ils ont perdu les 2 d'après. On parle 2 matchs sur 3 contre les Pirates de Pittsburgh. Surtout, ça a été coûteux parce qu'il y a la blessure de Vlad Guerrero Jr. qui rentre en ligne de compte. Petit bobo à la cuisse après ça a été tiré sur un relais de Beau Bichette. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça donne. Probablement que le congé de jeudi va faire du bien pour tout le monde. Est-ce qu'on va le voir dans l'alignement vendredi? Est-ce qu'on va le voir sur la liste des blessés dans 3-4 jours? On ne le sait pas. Je n'ai pas l'impression que c'est super grave, mais c'est clairement pas une super nouvelle non plus. Et à ce sujet-là, il y a Jean-Michel qui nous demande la blessure de Guerrero Jr. Est-ce que ça va coûter le premier rang de l'Est de l'Américaine aux Jays? Aller jusqu'à coûter le premier rang, je ne penserais pas. Ça dépend toujours de la longueur de la blessure. Les blessures à la cuisse sont quand même assez populaires. Ces temps-ci, il y a eu Davis Alexander chez les Alouettes. Il y a Alistair Johnson, qui est le Canadien qui joue pour les Celtics en Europe, qui vient de se blesser à la cuisse. Ça risque de faire mal au Canada. Maintenant, la blessure à la cuisse, je reviens au baseball, la blessure à la cuisse de Vladimir Guerrero, écoute, c'est un point d'interrogation. Comment on se remet d'une blessure comme ça? Il a fait des jeux un peu audacieux à quelques reprises, dont le dernier qui lui a coûté cette blessure-là. Peut-être qu'il va demeurer plus prudent. Mais en même temps, quand tu joues au premier but, tu n'as pas le choix de les faire, ces jeux-là. Quand la balle ne se rend pas à toi assez rapidement, il faut que tu ailles vers la balle. Puis des fois, ça occasionne un jeu comme ça. Mais je ne penserais pas, honnêtement, personnellement, je ne penserais pas que ça coûte le premier rang aux Blue Jays, mais il va falloir quand même qu'il y ait des gens qui prennent le relais en attendant. Sébastien, il faut qu'on se parle un petit peu de Tommy Pham, juste en règle générale. On dirait qu'une fois par année, Tommy Pham, il est comme bon, c'est ma semaine. Puis là, il décide qu'il retient l'attention dans le baseball majeur. Fait que, écoute, il retient l'attention, on va en parler. Parle-moi de Tommy Pham. Lui, il cherche le trouble. Hein? On dirait qu'il a besoin de ça pour se. Je ne sais pas si c'est pour se motiver, mais c'est sûr que c'est pas évident de se motiver à Pittsburgh. Là. Peut-être que moi aussi, je chercherais une façon d'essayer, rendu à la fin du mois d'août, d'avoir un petit challenge. Mais ce genre de joueur-là, souvent, ce genre de choses-là va arriver. Une altercation avec le receveur des Jays, Tyler Heineman. Un bat flip sur un but sur balle dans une situation, c'était inutile. Là. Puis après ça va sur les réseaux sociaux et s'en va sortir qu'Addison Barger est dopé. Tout ça, ça fait très Tommy Pham. Puis c'est dur à expliquer, mais ça fait partie du personnage. Le match suivant n'est pas dans l'alignement, ce qui a été protégé par son gérant. On peut se douter que oui. Ça doit pas être nécessairement facile à gérer dans un vestiaire, un Tommy Pham. Moi, j'aurais le goût de paraphraser à Alain Chantelois, pas fort, chef. Aujourd'hui, il y a eu un gros match, par contre. Je pense qu'il y a eu 2-4, là, entre autres, un coup de 2 buts. Mais moi, un bat flip sur un but sur balle, c'était la première fois que je vois ça. Puis du baseball, ça fait quand même quelques années que j'en regarde. Mais que ça vienne de lui, ça, c'est moins surprenant. Puis peu importe ce qui a déclenché ça. Il est même allé jusqu'à dire l'arbitre aurait dû donner une prise quand c'était une balle, blablabla, blablabla. C'est du grand n'importe quoi. Là. Rendu là, tu ne parles plus, là, parce que le jour où tu fais un bat flip sur un but sur balle, tu t'attires les regards, tu t'attires le questionnement de dire qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui vient de se passer dans ta tête? Puis tu t'attires peut-être une claque sur la marboulette à un moment donné. Là. Oui, c'est assez, c'est assez spécial, ce qui s'est passé, juste règle générale. Puis comme tu dis, ça se peut qu'il se ramasse. Il l'a fait contre un club de l'américaine aussi. Il ne va pas réaffronter les Blue Jays d'ici la fin de l'année, là, à moins que. Il l'aurait peut-être pas fait contre les Brewers ou les Cubs ou les Reds. Non, c'est ça. Mais ça se peut que. Ça se passe à ça, lui. Je sais pas. C'est un bon point. En restant sur les Blue Jays, Sébastien, il y a Simon ici sur YouTube qui nous demande à quel moment dans une saison comme celle des Jays, on repose des gars ou on teste des choses et à quel moment on se met en mode alignement de playoffs. C'est intéressant parce que les Blue Jays ne sont pas assurés de gagner leur division, ne sont pas assurés de finir parmi les 2 premières équipes de l'américaine. Jusqu'à un certain point, ils ne sont pas assurés de faire les séries, même si leurs chances sont quand même très, très bonnes. Là, ça prendrait un effondrement quand même en règle là, pour pas que les Blue Jays fassent les séries. Mais tu ne peux pas
tu t'enlignes pas sur une saison de 116, 118, 120 victoires ou peu importe, une saison historique que tu te dis, mon Dieu, je peux vraiment reposer des gars. Donc, la question est intéressante. Comment tu vois ça, la gestion du repos à Toronto? Ben là, je pense qu'on peut pas. Tu sais, on parlait tantôt de la rotation à 6. Ça, je pense que ça peut se faire quand même dans une course aux séries. Mais de là à reposer des joueurs de façon régulière, des Vladimir, des Bobichette, des Barger, etc., on n'en est pas là, parce que la course au titre de la section Est de la Ligue américaine est encore quand même très serrée. Je pense que c'est 4 matchs qui séparent les Jays et les Yankees. Les Red Sox sont tout juste derrière. C'est quand même important d'aller chercher ce type de division-là. Est-ce que les Blue Jays veulent vraiment s'embarquer dans une série 2-3 pour débuter les séries éliminatoires avec le personnel de lanceurs qu'on a sous la main? Je ne suis pas sûr. Fait que de passer directement aux séries de division, je pense que ce serait important. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas assuré ou presque d'avoir ce type de section, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de repos chez les joueurs des Jays. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne veut pas y aller avec une rotation à 6? Je ne le sais pas. Mais pour ce qui est des joueurs de position, je pense qu'on va être déjà en mode séries éliminatoires. Mais moi, je pense qu'il y a moyen de les reposer tout en les gardant sur le terrain. Il y a moyen de faire des rotations, de dire en 7e, 8e et 9e manche, tu fais une rotation au niveau de tes voltigeurs, tu places les bons joueurs aux bons endroits, tu places les bons joueurs défensifs, quitte à sacrifier un peu d'attaque. Vladimir peut être DH une fois de temps en temps. Tu peux utiliser d'autres joueurs au premier but. Tu as des pièces interchangeables que tu mets à des positions clés, puis tu ne nuis pas à ton équipe. Fait que sans dire qu'on les repose, qu'on leur donne une journée de congé, ben, tu peux les placer dans des bonnes conditions sur le terrain. C'est sûr que Bichette, ben, tu ne peux pas vraiment le mettre ailleurs parce qu'il est très utile là où il est, mais n'empêche qu'il y a d'autres joueurs que tu peux faire une rotation puis tu ne nuis pas à ton équipe. Je pense principalement aux voltigeurs. Mais c'est sûr que tu parles mettons, de Bichette et Guerrero Junior, ben, tu peux mettre Ty France et Ernie Clement une journée, puis c'est pas la fin du monde non plus à leur place. Ou du moins, pas en même temps, là, évidemment, là, mais tu peux, ou en fin de match quand tu as une bonne avance ou quoi que ce soit. C'est je veux dire, gérer le banc. Là. Tu gagnes les 2 premiers matchs d'une série. Le dimanche, il n'y a rien qui t'empêche de dire je me croise les doigts pour balayer la série, mais si je perds le 3e match, c'est pas la fin du monde. Surtout à l'étranger où est-ce que tu n'as pas la pression peut-être de les mettre devant tes partisans, quoi que John Schneider puis Charlie Montoyo, ça les a jamais arrêtés par le passé. Là. Guerrero, s'il y a un congé, il y a un congé. Là. Mais ouais, il y a façon de jouer avec ça, là, en effet. Il y a des gars comme George Springer, par contre, que ce serait quand même important qu'il ne joue pas tous les jours. On l'a vu, il revient d'une blessure. Donc, lui, tu veux l'avoir en séries éliminatoires à 100% ou presque, là, au meilleur de sa condition. Oui, absolument. C'est important d'avoir un Springer. Puis ça fait des années qu'on lui donne un petit peu plus congé. Là, il revient d'une commotion aussi. Je sais, mettons qu'il reste 50 matchs, il n'en joue pas 50. Là. C'est le genre de joueur qui. Non, c'est ça. Parce que sinon, il va arriver en série la langue à terre et tu n'es pas plus avancé. On a, Pascal, une question de Martin ici qui nous parle du jeu défensif de l'exécution des Blue Jays qui ne trouvent pas à point. Il est un peu inquiet à ce niveau-là. Les Blue Jays, c'est une équipe qui fait sa renommée depuis quelques années sur la défensive. 2 gants dorés d'équipe dans les 2 dernières années. Et malgré tout, c'est un club qui a investi 100 millions de dollars sur un 2e but défensif, Andrés Jiménez. C'est un club qui croit beaucoup, beaucoup en la défensive à Toronto. Comment tu gères cet aspect-là? Comment tu vois, t'analyses cet aspect-là à Toronto? Ben, moi, je trouve que cette année, ça va quand même, somme toute, assez bien. Il y a la 7e manche là, à Pittsburgh où ça a dérapé. Là. On aurait cru voir les Yankees sur le terrain, Sébastien, jusqu'à un certain point, tellement que c'était bizarroïde puis ça faisait mal à voir. Mais en général, on a vu les jeux défensifs impliquant Bichette et Guerrero. On a vu qu'en fin de match, on essaye toujours de mettre les meilleurs joueurs à des positions clés justement pour améliorer la défensive. Mais moi, je ne vois pas nécessairement de problème majeur. Je n'arrive pas à identifier, comme exemple, Teoscar Hernandez actuellement avec les Dodgers, où c'est vraiment rendu un problème. Je n'arrive pas à identifier dans l'alignement partant des Blue Jays un joueur qui nuit à son équipe match après match ou qui crée de l'incertitude au lanceur partant ou au lanceur de relève de dire « Ouf, quand il y a une balle qui est frappée derrière moi, j'ai toujours l'impression qu'il va se passer de quoi. » Moi, je ne vois pas de problème majeur, puis je vois pas ça comme étant une faiblesse chez les Jays. Au contraire, là, c'est une bonne équipe défensive. Oui, je suis d'accord à ce niveau-là.
Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait pour les Blue Jays. Donc, allons faire un tour sur ce qui se passe ailleurs dans le MLB. Moi, Sébastien, tu me connais dans la vie, j'aime ça, être malhonnête et faire des liens boiteux. C'est pas que t'aimes ça, c'est que t'es le même. C'est ça. Je Ça, suis pas capable de faire autrement. C'est ça. Fait que, je vais continuer là-dessus, puis je vais te dire, comment ça, Aaron Judge déteste Aaron Boone? Bon, mais j'aimerais quasiment que ce soit vrai. Parce C'est que vrai, parce qu'il y a de l'influence. Et voilà, si Aaron Judge déteste Aaron Boone n'est plus là. C'est sûr et certain. Là. Le capitaine Judge a tellement de pouvoir, tellement d'influence dans cette organisation-là que je suis sûr et certain que ce serait le cas. Donc, ça nous fait penser qu'il ne le déteste pas vraiment, mais le gérant Booney qui s'est mis le pied dans la bouche en disant qu'Aaron Judge ne lancerait peut-être plus de l'année, qu'il ne jouerait pas défensivement parce que son bras ne serait pas en mesure de tenir cette pression-là. Et la journée même, quelques heures plus tard, voire quelques minutes plus tard, Aaron Judge qui s'en va dire dans les médias, je ne comprends pas pourquoi il a dit ça, lui. donc tu sais, et par la suite, Boone qui s'en va dire qu'il a peut-être un petit peu extrapolé sur cette situation-là. Donc, qui dit vrai, qui dit faux. Moi, j'ai plus tendance à croire le capitaine qui sait comment il se sent. S'il dit qu'il va être là d'ici la fin de la saison en défensive, je pense que ça va être le cas. Donc, une petite situation, une petite tension dans le Bronx comme on les aime, mais je pense pas que ça aille plus loin. Mais est-ce qu'il voulait protéger son joueur en mentionnant ça? Certainement. Ouais. Mais je pense que Judge est capable de se protéger tout seul. Je pense que oui, c'est un grand garçon. Oui. Dans tous les sens du terme. Oui. Puis tu sais, Pascal, c'est rare de voir Judge faire des vagues. Fait que moi, le sentiment que j'ai, puis peut-être qu'il y a une game publique derrière tout ça aussi, mais le sentiment que j'ai, c'est que pour que Judge sorte publiquement pour contredire son gérant, c'est que ça faisait vraiment pas son affaire comme commentaire, parce que d'habitude, il est plus du genre à se fermer la gueule, puis à continuer de travailler, puis à faire ce qu'il a à faire, puis de sortir la cassette. Là, il n'a pas sorti la cassette. Là, il a pris la cassette, il l'a mis au vidange, ou au moins, il l'a oublié dans son auto, puis il s'est présenté devant les médias en disant ce que lui ressentait. Mais tu sais, on en a parlé, je pense qu'il y a deux podcasts précédents de la pression de Boone à New York, que ça vient avec la job, que oui, il a voulu la job, puis il obtient ce qui vient avec, mais tu sais, on le voit à Montréal au hockey, là, je veux dire, c'est des téléromans qui n'en finissent plus, là, les relations avec les médias. Mais quand tu as des points de presse à New York, puis quand tu es le gérant des Yankees, tu en as des micro-questions, puis tu en as je vais te graffiner jusqu'à temps que tu me sortes une réponse. Mais à un moment donné, là, oui, c'est bien beau de te donner des réponses, puis de partir des cassettes, puis de refaire jouer sans cesse les mêmes cassettes, mais tu finis par te mettre de pied dans la bouche, puis la loi de la moyenne finit par jouer contre toi. Mais là, je pense que la loi de la moyenne, elle a joué contre Aaron Boone, puis il a dit quelque chose de trop. Puis quand ça implique ton joueur concession, ben c'est encore pire. Je veux dire, s'il avait dit quelque chose concernant Chad Chisholm en disant, il ne courra plus jamais parce qu'il n'est pas capable de courir. Ça, c'est peut-être vrai. Mais n'empêche que ça aurait moins d'impact. Mais là, tu dis quelque chose comme ça, puis Judge réagit quelques minutes après. Écoute, c'est un bon show, par contre. Oui. C'est un très bon show. Mais tu es en train de me faire espérer qu'un jour Boone dise « J'ai acheté son ne courra plus jamais ». Mais Chisholm, lui, c'est pas qu'il peut pas courir, c'est qu'il court quand c'est pas le temps. Lui, c'est d'autres choses. Non, c'est ça. Ou il court pas quand c'est pas le temps. Il s'endort quand c'est pas le temps. Oui, aussi. Oh mon Dieu. Ouais. Et boy. On n'oubliera pas celle-là. Remarque que si c'est pour une question d'effort, il n'est pas le seul parce qu'on voit ce qui se passe avec les Cubs actuellement, puis le numéro 30. Lui aussi, je pense qu'il y a des petites affaires à se reprocher en matière de je ne cours pas assez rapidement ou avec assez d'intensité. Ouais. Des fois, c'est de revenir à la base. Hein? Pas compliqué. Non, sur papier, c'est pas compliqué. on va y revenir au Cubs, Pascal, mais je voulais juste vider le sujet des Yankees avant. Puis Richard, il synthétise un peu ce que je voulais parler, Sébastien. Qui arrive n'importe quoi pour les Yankees, il faut que Stanton soit dans le line-up tous les soirs. Je voulais te lancer sur Giancarlo Stanton. Parce que s'il y en a un qui doit espérer que c'est Judge qui dit la vérité et non Boone,
Ben, c'est le frappeur de choix régulier du club qui a comme un peu perdu sa... Parce qu'à part Aaron Judge, il n'y a pas grand joueur qui aurait pu tasser Stanton de là. Judge est comme un peu l'exception qui confirme la règle. Et là, Stanton doit aller jouer défensivement. Puis on ne veut pas le faire jouer défensivement du côté de New York. Ça fait des années qu'on ne veut pas le faire jouer défensivement, même si c'est son grand rêve là, d'être capable d'être un voltigeur encore. Mais c'est plus ce que c'était. Il n'est plus dans la nationale du temps où il était obligé de jouer défensivement. Il est plus vieux. Il est plus lent. Est-ce que j'ai dit qu'il était plus lent qu'il était? Lui, il doit espérer vraiment là, que. Écoute, c'est lui qui va aller porter des sacs de glace à Judge. Là. Le soir, il a mal. Il dit: Je vais y aller au dépanneur, moi. Aller chercher un sac de glace, ça ne me dérange pas, mon chum. Puis le pire dans tout ça, c'est que Stanton, c'est pas qu'il veut pas. Lui, il voudrait jouer défensivement. Oui. Il n'y a aucun problème. Il n'a jamais rien dit à ce niveau-là. Oui. Mais il est juste plus capable. Puis on l'a vu, il a joué 2 matchs consécutifs au champ extérieur. Le lendemain, il y avait des raideurs. Il n'a pas pu jouer le 3e match. On voulait essayer d'y en donner le plus possible parce que son bâton est tellement important dans cet alignement-là. Oui. L'alignement des Yankees avec Giancarlo Stanton est complètement différent. On parle d'Aaron Judge, mais Stanton, cette année, là, c'est encore plus flagrant, frappe pour environ 300. Avant, ce n'était pas un frappeur de moyenne, là, mais cette année, a ajouté la moyenne. Donc, ça ajoute une facette à son jeu offensif. Puis là, tu as de la misère à l'insérer parce qu'il ne peut pas jouer plus que 2 matchs consécutifs au champ extérieur. Encore ce soir, il n'est pas de l'alignement partant. Il a joué hier, a fait le travail encore une fois au bâton. Donc, c'est sûr et certain que ça prend ce bâton-là, mais il n'y a pas de solution miracle en ce moment, à l'exception d'un retour d'Aaron Judge. Si tu veux avoir Giancarlo Stanton, qui a tellement été important l'an dernier en séries éliminatoires, c'est lui qui a traîné cette équipe-là jusqu'en série mondiale. Il ne faut pas qu'il se brûle avant d'arriver au mois d'octobre parce qu'on ne l'aura plus, Stanton. Puis, tu sais, Pascal, un gars comme Stanton, on peut lui reprocher bien des choses, mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est se lever en séries éliminatoires. Il l'a toujours fait depuis qu'il est arrivé avec les Yankees. Et 2, il ne dit jamais rien de croche non plus. Tu sais, il ne s'est jamais mis dans le trouble avec les médias. Il n'a jamais critiqué un coéquipier. Il n'a jamais critiqué la couverture médiatique. Il n'a pas toujours été tendre à son endroit. Il sait comment... il sait comment flatter la bête qu'est le marché de New York, on va le dire comme ça. Même s'il a ses défauts, là, Stanton, on ne le cache pas, mais il est quand même bon pour ça à New York. Mais tu sais, si tu n'avais pas dit, il dit jamais rien de croche, je l'aurais comparé à Reggie Jackson. Mais là, comparaison un peu douteuse de le comparer à Reggie Jackson. Mais tu sais, Reggie Jackson contrôlait bien le marché de New York. C'est un joueur de série. Il a traîné les Yankees, il en a traîné d'autres aussi en séries éliminatoires. Lui, c'est vraiment un clutch player. Donc, tu peux comparer un peu les deux. C'est pas la même personnalité, là, on va s'entendre là-dessus. Non. Mais tu le dis, Sébastien, c'est une UTT de la performance de Stanton l'an passé, ben, les Yankees ne se seraient possiblement pas rendus en série mondiale. Donc, il a son importance. Judge a son importance. Puis, il va falloir que les deux soient dans l'alignement pour que ça aille bien. Là, on a frappé 9 circuits. C'est hier, je pense. C'est la 2e fois de la saison. Oui. Ça commence à faire de la longue balle, là. 9 circuits dans un match. Là. Fait qu'il y a de la puissance dans cette équipe-là. Là. Puis, dans le cas de Stanton, là, son directeur général, Ryan Cashman, c'est vrai, dit qu'il va se blesser. Stanton a quand même réussi à naviguer à travers ça sans faire de vagues, en continuant à faire son travail. Donc, vraiment, là, tu l'as dit, Charles, le marché de New York, il est vraiment capable de négocier avec la difficulté des médias là-bas. Puis c'est ce qui fait qu'il revient chaque année, malgré des blessures, malgré des séquences difficiles. Ça va arriver probablement encore. Là. Il va partir sur une séquence où ça ne marchera pas. Mais quand il est sur la balle, par contre, là, il est vraiment dangereux. Mais tu sais, c'est quasi normal que des gars de cette stature-là, tu sais, moi, je compare ça à des locomotives qui fonctionnent au charbon. C'est presque impossible qu'ils passent une saison sans se blesser. Oui. C'est des joueurs de football dans des corps de joueurs de baseball, finalement. Fait que, ils n'ont pas le physique de l'emploi, mais ils ont un physique quand même assez intéressant pour ce qu'ils font. Fait que, croisons-nous les doigts pour qu'ils puissent rester en santé le plus longtemps possible. Là.
Oui, ben c'est sa shape qui fait en sorte qu'on voit des Stantonian home runs, là, des coups de circuit que tu te dis, eh mon Dieu, c'est pas Luis Arraez qui aurait pu frapper ça, là, ou des gars comme ça. Ça te prend du muscle, là, ça te prend un peu de chair autour de l'os pour être en mesure de frapper aussi loin que ces gars-là. Puis ils frappent pas juste des circuits parce qu'il y a une petite clôture dans le champ droit. Là. Non, ils sont capables de pousser, de tirer la balle, de faire tout ce que tu veux. Stanton, il n'utilise pas beaucoup la petite clôture du champ droit. Là. Puis tu parlais de muscle, là, c'est très concentré dans le haut du corps, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Tu sais, d'habitude, là, ton élan est supposé partir du bas du corps. Ouais. La hanche est poussée. Non, il n'y a pas un gros transfert de poids. Non, exact. Pour ne pas dire aucun. Là. Le transfert de poids se fait dans les bras. Non, c'est assez élémentaire. Là. Oui. Bâton, balle, coup, bonsoir, elle est partie. Là, oui. C'est surtout ça. Hey, Sébastien, je te lance, il y a Richard qui nous dit, tant qu'à parler avec des Yankees, Soto ou Bellinger? Parce que Bellinger, il y a un gant. Comment tu vois ça cette année, toi? Ben, c'est sûr que Soto amène une dimension que Cody Bellinger ne peut pas amener. On l'a vu l'an dernier, là, en plus qui frappait devant Aaron Judge. C'était un duo que tu ne peux pas voir ailleurs dans le baseball majeur. C'était créé en laboratoire tellement c'était magnifique. Oui, un gaucher, un droitier. Le lanceur adverse qui voit ces deux gars-là arriver, là, il va aller se cacher en dessous de la jupe de sa mère. C'est tellement dur à affronter. Puis lui, les jupes de sa mère, c'est pas Steve Cohen qui y a payé. Là. Oh, c'était bien placé, ça. Ben ça, tu vois, ça, c'est une facette que Cody Bellinger, on n'a pas négocié à New York. Cody Bellinger, il est là pour jouer à balle. Il joue à balle, le fait très bien cette année. C'est une de ses meilleures saisons. On ne pouvait pas s'attendre à plus que ça de Cody Bellinger. Mais c'est sûr qu'avoir à choisir entre les deux, on doit y aller avec Juan Soto, malgré son gant qui est tellement déficient en défensive. Mais ce qui amène dans un rôle offensif, tu peux pas. Il n'y en a pas beaucoup dans le baseball majeur comme ça. Mais tu sais, tu viens de dire un mot, attente. On n'aura jamais plus d'attente envers Cody Bellinger qu'on en a envers Juan Soto. Impossible. C'est pas le même genre d'athlète, c'est pas le même genre de vibe. Ils n'ont pas la même importance dans un match. Puis, il apporte pas. Oui, Bellinger, c'est un très beau joueur de balle, là, puis c'est un joueur qui est quand même assez complet aussi défensivement. Mais je veux dire, quand tu compares les deux, tu ne peux pas avoir les mêmes attentes. Non. Puis, c'est sûr qu'à choisir, les Yankees prennent Juan Soto. Là, je veux dire, ils ont essayé d'y donner plus de 700 millions de dollars. Là, il n'y a pas de débat là. Mais en même temps, chacun a son importance. Regarde hier, le match d'hier, justement, le match de 9 circuits à Tampa Bay, ben, Bellinger il est devenu le premier joueur depuis Ichiro à jouer aux 3 positions défensives dans le champ extérieur dans le même match. Puis, il aurait pu aller jouer au premier si on avait eu besoin de lui. Fait il a son importance aussi. Il aurait pu aller lancer pour les Rays aussi. Ouais, ça n'aurait pas pu être pire. Mais tu sais, en même temps, les Yankees étaient un peu à la maison. Là. Oui, on est habitué de jouer là. Ouais, quand je dis un peu, je veux dire à la maison. C'est exactement les mêmes dimensions qu'au Yankee Stadium. Hein? C'est une réplique. Là. Fait que puis l'alignement des Yankees est construit pour le Yankee Stadium. T'sais, on parlait de stats avancées plus tôt dans le podcast, mais ça en fait partie. On construit notre équipe avec les dimensions du Yankee Stadium. Donc, oui, on est à la maison. L'avantage du terrain à tous les niveaux. Oui. Pascal, c'est le temps maintenant de parler des Cubs de Chicago et un petit peu de Kyle Tucker qui s'est fait dire « Aurais-tu besoin d'une petite pause? » qui est une façon très polie pour une vedette de dire « Je vais te bencher un peu, puis on verra ce que ça va donner. » Ça avait bien commencé pour les Cubs. Pas la catastrophe en ce moment, mais tu sais, t'as PCA qui ralentit. T'as Kyle Tucker qui a besoin d'une pause au milieu de sa saison où il s'enligne pour signer un contrat historique. Règle générale, l'alignement, un peu moins de mordant. On a de la difficulté à suivre le rythme qui est établi par les Brewers parce que les premiers mois de la saison, c'était le contraire, Pascal. C'était les Cubs qui dictaient le rythme. Et là, c'est les Brewers qui le dictent. Ce n'est pas les 2 derniers matchs qui vont changer quoi que ce soit. Là. En ce moment, les Brewers, c'est une machine de guerre. Puis les Cubs ont de la difficulté à suivre parce que les gros noms sont en train de prendre une petite pause. Ben, au mauvais moment dans la saison, on va se le dire. Puis, ça donne mal que Tucker décide de ralentir la machine puis de prendre un peu la game moins au sérieux quand ton coach appelle Craig Counsell. Puis lui, il s'est démené tout le long de sa carrière parce que c'était pas quelqu'un qui avait un talent infini. Puis lui, pour rester dans l'alignement quand il jouait, ben, il fallait qu'il court entre le marbre et le premier but. Il ne fallait pas qu'il fasse semblant. Fait que quand tu es gérant puis tu vois une super vedette qui est justement en année de négociation de contrat puis qui va vouloir frapper le jackpot,
ben, c'est pas comme ça que tu vas vouloir frapper le jackpot. Tout le monde l'a vu, là. Tout le monde l'a vu faire, tout le monde l'a vu réagir. C'est sûr qu'il n'est pas dans une bonne passe, c'est sûr que c'est pas le fun pour lui. Mais justement, quand tu n'es pas dans une bonne passe, défonce-toi, puis fais les choses bien, puis fais les choses proprement. Mais tu sais, bâcle pas tes expériences au bâton. Puis c'est exactement ce qui se passe. Puis ça ne montre pas un bon exemple parce qu'on est allé chercher dans une grosse transaction. Puis, actuellement, les Cubs, ça ne va pas bien. Puis s'il y a quelqu'un qui devrait se lever, ben je pense que c'est lui pour faire une différence. Tu sais, moi, Sébastien, il y a une expression que j'aime de plus en plus utiliser et c'est une expression en anglais qui dit fake it until you make it. Donc, fais semblant de le faire jusqu'à temps que tu réussisses à le faire. Mais si tu as de la misère, Sébastien, ça te rentre sur les buts. Mais comme Pascal il vient de le dire, défonce-toi, puis à un moment donné, ça va redevenir naturel, puis à un moment donné, tu vas refaire comme hey, je suis capable de me rendre ces buts, pas juste quand le retrait est déjà accompli, mais je suis capable de vraiment me défoncer puis me rendre au premier but quand j'ai besoin de le faire, que le match est sur la ligne, que mon équipe a besoin de moi, que j'ai placé la balle en lieu sûr et que je n'ai pas juste envoyé un petit roulant au joueur du premier coussin ou quoi que ce soit. Il y a un peu de ça aussi dans le baseball. Tu sais, c'est long le baseball avec les fameux Dog Days of Summer en plein milieu de l'été, que visiblement, Kyle Tucker est en train de le vivre. Il fait chaud ces temps-ci. On comprend tout ça, mais il faut qu'il y en ait plus. Ah, certainement. Puis si tu le fais toujours, ou au moins si tu essaies de le faire toujours, quand ça va revenir, ça va être naturel, tu vas continuer à le faire. Tandis que là, tu es comme dans un cycle qui fait que c'est très, très difficile de s'en sortir. Puis on parlait de PCA tantôt, lui, c'est un petit peu plus prévisible. C'est cette baisse de régime-là. Ouais. Il est plus jeune, haut taux de retrait sur 3 prises, donc c'est sûr que ça allait arriver une mauvaise passe comme ça. Dans le cas de Kyle Tucker, c'est un petit peu incompréhensible. Oui, tu peux avoir une mauvaise passe, mais c'est ton année de contrat. Tu es dans une course pour les séries éliminatoires. C'est toi le leader de cette équipe-là. Puis il ne se passe pas grand-chose. Puis l'effort ne semble pas là. Je pense que les Cubs ont pris la bonne décision. Puis j'ai hâte de voir comment il va réagir après ça. Pascal, les grosses équipes ont parfois les moyens de revenir quand on les pense, pas quand on les pense mortes, mais quand c'est plus difficile pour elles. Tu sais, regarde les Yankees, ça fait des semaines qu'on dit quoi? C'est plus difficile, puis là, on commence à remonter, puis on redépasse Boston au classement. C'est la même chose pour les Dodgers, tu sais, l'équivalent des Yankees dans la nationale. C'était plus difficile, puis même les Padres les avaient dépassés au sommet de cette division-là. Et il y a une série qui s'en entre les deux équipes. Et qu'est-ce que les Dodgers se sont dit? Non. Ils sont allés gagner cette série-là, ils sont allés sécuriser le bris d'égalité contre les Padres, qui n'avaient pas l'air dans la même ligue que les Dodgers. Les lanceurs des Dodgers commencent à redevenir en santé, ça paraît aussi, ça fait une différence, mais les Dodgers se sont dit non, c'est une série trop importante pour l'échapper. On a pris les choses en main et on s'est dit non, on est les Dodgers, on dicte le rythme dans la division, dans la ligue, dans tout ce que tu voudras, dans le monde entier, au Japon surtout. Puis, ben, c'est comme ça, on joue au baseball de notre façon. Bien, la crème remonte à la surface, hein, puis il y a un moment de l'année où on dit qu'on sépare les hommes des enfants. Bien, on est pas mal, on approche le mois de septembre. Là. C'est pas mal au début, mi-septembre, qu'on commence à départager justement les gens qui sont sérieux des gens qui ont tenté de l'être. Puis je ne parle pas nécessairement des Padres, là, mais n'empêche que les Dodgers, les Yankees seront toujours des équipes dangereuses parce qu'ils ont le moyen d'être dangereux. Mais comme tu le dis, Sébastien, ben, ils construisent. Ils construisent en fonction de ce qu'ils sont capables de construire. Les Yankees ont bâti leur équipe en fonction de leur stade. Les Dodgers ont bâti leur équipe en fonction de je ne sais pas trop quoi, là, de moyens qu'il y avait, d'argent et d'apports japonais. Oui. Mais n'empêche que c'est deux bons exemples. Puis, tu sais, le fait que les Yankees vont possiblement terminer devant les Red Sox, ben c'est pas un hasard non plus. Les Red Sox, eux, ils font tout ce qu'ils sont en mesure de faire. Ils s'arrachent le cœur match après match. Mais tu sais, les Red Sox, quand tu les compares aux Yankees, les Red Sox, c'est les cols bleus. Puis les Yankees, c'est les cols blancs. Fait que tu sais, à un moment donné, col blanc, ben, tu finis toujours par être l'étage supérieur du col bleu. Fait que moi, c'est ma réflexion. Même chose dans la nationale avec les Dodgers. Les Padres ont beau avoir eu la plus belle période de transaction. C'est eux qui ont fait les meilleurs moves, mais n'empêche que ça joue sur le terrain. Puis les Dodgers, ils sont pas mal bons sur le terrain. Puis là, ben, la mauvaise nouvelle, c'est que tu le dis, leurs lanceurs recommencent à être en forme. Puis, tu sais, ils ont une rotation incroyable là, quand tout le monde est en forme, quand tout le monde est là.
Puis c'est ça le but, Sébastien, c'est que ces gars-là soient en forme au bon moment. Là. C'était pas important, parce que ça l'est toujours, mais c'était pas important qu'ils soient là au mois de mai. C'est important qu'ils soient là en août, qu'ils se préparent pour septembre. Puis on parlait tantôt un petit peu de comment on se prépare pour une équipe. Ben, on veut que ces gars-là soient dans la meilleure position possible pour arriver au mois d'octobre et faire OK, on est un rouleau compresseur, c'est nous les chefs ici, puis on s'en va à la Série mondiale encore une fois. Bon, on l'a vu, juste la gestion du cas chez Ohtani, ça nous démontrait que 100%. on se préparait pour le mois d'octobre. Puis c'est 100%. comme ça avec tous nos joueurs. On a tellement d'expérience, on sait comment gagner, on le sait que ça ne se gagne pas au mois de mai. Oui, ça aide quand tu gagnes au mois de mai, mais c'est pas là que les championnats vont se gagner, c'est à la fin de la saison. Puis ça, on le sait tellement du côté des Dodgers. Puis à l'inverse, du côté des Padres, ça ne doit pas être évident là, en ce moment. L'an dernier, on était sur le point d'éliminer les Dodgers. Ils sont revenus. Là, tout allait bien. On remonte dans la division ouest de la nationale. On réussit à dépasser les Dodgers. On est en feu. On a la chance de les distancer. Et ça fait pouet, pouet, pouet. Encore le petit frère qui se fait tabasser. J'ai de la misère à voir les Padres se relever de ça si on affronte les Dodgers en séries éliminatoires. Ça peut arriver, tout peut arriver en séries éliminatoires, mais la vibe ne doit pas être nécessairement bonne chez les Padres versus les Dodgers. Pour le reste, on le sait qu'on est capable de battre n'importe qui, mais il reste toujours un petit complexe d'infériorité quand vient le temps de battre Los Angeles. Messieurs, ça fait le tour pour notre bloc d'actualité, mais on a quand même quelques questions qui sont en attente. Donc, pour finir le podcast, allons directement, Sébastien, à la période des questions. Il y a Sylvain ici qui nous questionne. Salut la gang, j'ai raté le blog des Blue Jays. Avez-vous des nouvelles de Santander? Et Sébastien, on n'a pas parlé de Santander dans le blog sur les Blue Jays, donc on va le faire au profit de Sylvain et de tous les auditeurs du podcast de Passion MLB. Ça fait longtemps qu'il est blessé, ça fait près de 3 mois qu'il est blessé. Et il a recommencé à prendre des élans. Ça en dit long sur à quel point il était blessé, mais écoute, est-ce qu'on va revoir Santander cette année? Je ne le sais pas. Si on le revoit, dans quelle forme on va le revoir? Je ne le sais pas. Mais là, écoute, le fait que Sébastien recommence à prendre des élans, c'est plus clair qu'il y a un chemin vers un retour cette année. Oui, je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, quand Santander a quitté, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Là. Je pensais qu'à ce point-ci, il serait revenu puis ce serait Ah oui, puis correct, même avant, exactement. Oui. Puis ça s'est étiré, on dirait qu'on n'est pas capable de sortir de cette blessure-là. Donc, de un, on peut se questionner sur comment il va revenir quand il va être capable de revenir sur le terrain. Est-ce qu'on va attendre vraiment à ce qu'il soit à 100%? J'ose espérer. Mais encore là, c'est comme s'il recommence un petit peu sa saison parce que ça fait tellement longtemps qu'il est à l'écart du jeu. Puis là, va arriver dans le baseball le plus difficile à jouer. Donc, on ne sait pas trop comment il va se débrouiller. C'était déjà pas facile en début de saison. Par contre, si tu peux ajouter un bâton de puissance comme ça dans ton alignement, que tu peux sortir à quelques occasions, ça ajoute quand même une profondeur puis une facette qu'on risque d'avoir besoin en séries éliminatoires. On a une question, Pascal, ici, de la part de Matt sur Shane McClanahan, qui, encore une fois, ne lancera pas cette saison. Ça a été annoncé récemment. Ça fait 2 ans qu'il ne lance pas. Et là, il doit se remettre encore d'une autre opération. C'est désolant parce que c'est un bon lanceur. Puis comme il nous le demande, est-ce que sa carrière est terminée? À ce point-ci, évidemment, on n'a pas la réponse, mais quand un lanceur qui doit s'absenter pour 2 ans, c'est dur de revenir de ça quand même. C'est pas impossible, mais c'est dur. Ben, on en a vu certains là, qui, avec l'année COVID, avaient un Tommy John additionnel à l'année COVID. Donc, ça a été plus long comme intervalle. Mais quand un lanceur rate une année, oui, ça peut toujours passer. Quand tu commences à rater plus de temps qu'une année, bien là, c'est toute une question de timing. C'est toute une question de confiance en soi. Parce qu'on le sait, les lanceurs, ça se passe souvent, oui, dans le bras, mais souvent entre les 2 oreilles. Puis c'est dommage, hein, parce que McClanahan, c'est un des bons lanceurs du baseball majeur quand il est en forme. Puis de le voir dans cet état-là, ben écoute, c'est triste. C'est triste pour la concession également. Mais la question est bonne. Je veux dire, est-ce qu'il peut redevenir le lanceur qu'il était après avoir passé autant de temps sur la touche? Ben, c'est un point d'interrogation. Question ici de la part de Matt
qui nous demande, Sébastien, qui ne veut pas d'une élimination des Mets et que les Reds fassent les séries? Moi, j'aimerais bien ça. La course va être serrée parce que, tu sais, écoute, les Dodgers ne manqueront pas les séries, les Brewers, les Phillies, ça ne manquera pas les séries, ces clubs-là. Mais tu sais, les Padres peuvent être à risque. Je ne pense pas que les Cubs sont à risque, mais s'ils continuent de perdre, on ne le sait pas. Les Mets sont à risque, puis il n'y a pas 14 candidats. Là, c'est pas Saint-Louis, c'est pas Miami, c'est pas Pittsburgh qui va remonter à la surface. Il y a un club qui s'incruste dans la course, un club qui, j'ai pas le classement devant moi, mais de mémoire est à un match au moment où on se parle des séries, ben c'est les Reds de Cincinnati. Oui, le seul bémol, c'est que j'ai hâte de voir comment ils vont jouer en septembre. Il faut réussir à closer cette saison-là. Ce n'est pas nécessairement évident. On a un excellent gérant qui est capable de gérer ce genre de situation-là, mais c'est là que ça va jouer. On a un petit peu moins d'expérience en comparaison des Mets qui ont vécu ça par le passé, qui ont réussi à le faire. Donc, si j'avais à miser, j'irais sur les Mets, mais c'est vrai que ça serait vraiment rafraîchissant de voir les Reds en séries éliminatoires, de voir les Mets qui ont tout misé sur Juan Soto en négligeant un petit peu la rotation partante. On va en payer le prix si jamais on est éliminé, puis il va falloir faire nos devoirs pour l'an prochain parce que c'est là que ça joue. Oui, il y a un point d'interrogation chez les Reds, puis peut-être que vous avez la réponse, mais Emilio Pagan, qui a été déterminé comme étant le lanceur qui finit les matchs, il y a eu une mauvaise sortie récemment, puis depuis ce temps-là, moi, je ne le vois pas nécessairement dans l'alignement, c'est-à-dire, ça fait 2-3 parties que je ne vois pas son nom. Dans les releveurs des Reds. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'on a décidé de le mettre de côté pour qu'il reprenne un peu sa confiance? Parce que il avait une partie à sauvegarder, puis il a bâclé le travail. Puis depuis ce temps-là, il n'est pas là. Ça fait que si on n'a pas quelqu'un pour finir les matchs, où on improvise en changeant à chaque soir, ben, ça peut devenir un problème, ça peut devenir une distraction parce qu'en septembre, on a besoin de tous ces éléments, puis on a surtout besoin de quelqu'un qui est capable de finir les parties. Les clubs qui ont de l'incertitude comme ça en fin de match, c'est toujours plus difficile. Puis, on a vu la date limite des transactions, Pascal, à quel point il y a des équipes qui étaient prêtes à payer cher pour aller chercher des lanceurs de relève. Il y en a pour qui ça a fonctionné, il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné pour le moment. Évidemment, il est encore tôt pour tirer des conclusions. Les Mets avec Ryan Helsley, justement, là, en ce moment, ça ne fonctionne pas nécessairement bien, mais de l'autre côté, David Bednar, ça marche. Mais il y a tellement de gars comme ça qui jettent de l'incertitude, mais c'est sûr que quand tu as un releveur de confiance numéro 1 que tu peux envoyer dans toutes les situations, ben, ça peut vraiment faire toute la différence. C'est clair. Puis à Cincinnati, tu as besoin de stabilité. Tu ne peux pas y aller en comité, puis un soir c'est un soir c'est l'autre. Tu as besoin de tes gars dans leur chaise. Puis que si tu as les devants dans un match, tu sais que tu peux te fier à ces gars-là. Fait que oui, on va avoir besoin de cette stabilité-là au mois de septembre. Pascal, question de Matt ici. Est-ce que les contrats à long terme à Atlanta, ça peut mettre des joueurs à moins performer ou est-ce que ça cache un autre problème? Je ne sais pas je pense pas que les joueurs se sont assis sur leur contrat nécessairement à Atlanta parce que s'il y avait eu à le faire, ça se serait fait avant, je pense. Je pense que c'est juste une mauvaise année. Je pense que oui. Je pense que la recette d'Alex Antopoulos, c'est une bonne recette parce que il réussit quand même à garder le cœur de son équipe en place pour les années présentes et les années futures. C'est quand même pas un mauvais cœur d'alignement. On a quand même beaucoup de talent à Atlanta. Moi, je pense que c'est une année comme ça, c'est une année perdue où il n'y a personne qui performait nécessairement au bon moment, où les bons joueurs ne performaient pas en même temps. Mais je ne pense pas que la durée des contrats en soit la cause. Puis comme tu dis, Charles, je ne pense pas que les gens aient pris ça à la légère de dire « Ah, moi, je m'assois sur mes lauriers, j'ai un gros contrat de plusieurs années, puis je prends ça relax. » C'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs qui ont une fierté. Puis les Braves d'Atlanta, ça a toujours été une concession gagnante, moi, depuis que je m'en souviens. Donc, ils veulent poursuivre. Cette année, ça ne fonctionne juste pas. Ça n'a juste pas fonctionné au début de saison. Puis, tu sais, on dit, les championnats ne se gagnent pas en mai, mais les Braves, eux, ils l'ont échappé rapidement dans la saison, puis ils n'ont pas pu récupérer le temps perdu. Oui, ils l'ont échappé en avril, là, quasiment. Puis, ça a été dur. Puis, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui s'assoient sur leur contrat, Pascal. Peut-être qu'au Colorado, mettons, ça se fait dans un environnement perdant, mais comme tu le dis, les Braves, c'est plus une anomalie qu'autre chose. Tu n'arrives pas au camp d'entraînement en disant
bon, je suis les Braves d'Atlanta, on va avoir le mois d'octobre off. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une anomalie cette année. Donc, Ouais. je pense pas que c'est le cas. Puis tu sais, je sais pas, Brian Snickers, il n'est pas à sa dernière année où il n'est pas sur le point de quitter. Possiblement. Ben, peut-être que c'est devenu une distraction aussi. Peut-être que les joueurs, ça les a dérangés. Peut-être qu'ils ont des craintes pour le futur parce que Snicker était quand même associé à cette équipe-là depuis quelques saisons. Ceci explique peut-être cela, mais c'est quand même léger comme explication. Il ne faut pas oublier non plus qu'on débute la saison sans Ronald Acuna Jr. Spencer Strider se blesse. Ronald Acuna se reblesse. Ensuite, Chris Sale, Austin Riley blessé. Ozzy Albies ne performe pas à la hauteur de son talent, peut-être parce qu'il est un petit peu tout seul. Il y a plein de choses qui sont arrivées à Atlanta qui font que ça a été une saison comme ça. Puis à un moment donné, mais la chaîne débarque, puis là, c'est dur de se ramener. Il y a eu un petit regain de vie là, où on voyait les Braves remonter la pente, puis on se dit, est-ce qu'ils vont être capables de... Puis s'ils avaient poursuivi sur cette lancée-là, selon moi, ils ne seraient pas si loin que ça des Mets. Mais là, c'était trop pour eux. On avait trop de blessés. C'était trop difficile de remonter ce qu'on avait perdu en début de saison. Puis on parlait de releveur numéro 1, Iglesias, là, c'est plate, mais il ne fait pas le travail depuis quelques saisons à Atlanta. Là. Non. Ça peut être difficile à ce niveau-là, en effet. Oui. Sébastien, Jean-Michel qui nous dit on commence à avoir de plus en plus de prospects de premier plan, surtout chez les équipes en difficulté, même avant septembre où les alignements vont s'élargir. Mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi souvent des gars jouaient dans les rôles de frappeurs dans le haut, mais sont dans le bas ou dans des rôles qui semblent à l'opposé quand ils arrivent dans les majeurs? Oui, il y a les stats avancées, mais ça semble illogique. Ben, moi, je trouve ça logique. C'est sûr qu'un gars qui frappe dans le haut de l'alignement, dans les mineurs, c'est parce que les autres dans son équipe ne sont pas à la hauteur de ce gars-là. Les meilleurs espoirs, c'est sûr et certain qu'ils vont frapper dans le haut de l'alignement. Mais si je prends l'exemple des Yankees, tu bien beau être Spencer Jones, tu vas arriver chez les Yankees, tu ne frapperas pas dans le haut de l'alignement. Je suis désolé, mon Spencer, mais pas tout de suite. Fait que dans une formation de bas de classement, oui, ça peut arriver que tu le montes exactement dans sa position, puis ça va être un fit parfait. Mais c'est quand même rare. Il y a quand même un chemin à faire, un passage à faire dans le baseball majeur. Puis, ça dépend aussi à quel moment le joueur est rappelé, dans quelles circonstances. Là, on a vu le rappel de Sam Basayo, finalement, avec les Orioles, le receveur qu'on attendait depuis je ne sais pas combien de temps. Le mois de mai, là. Oui, puis on n'avait pas de receveur, on ne le rappelait pas. Là, finalement, on le rappelle. Mais encore là, même chez les Orioles, il ne frappera pas nécessairement au même rang qu'il frappait dans les mineurs. Mais tu sais, je fais le parallèle avec le hockey. Là. Je veux dire, on va rappeler un joueur de la Ligue américaine en fin de saison. C'est rare qu'il va jouer ses deux premiers trios, là, à moins que ce soit un superstar. Là. Mais tu sais, c'est souvent des joueurs qu'on va placer dans des bonnes conditions, dans les bonnes chaises. Mais je veux dire, au baseball, même si tu domines dans le 2A puis dans le 3A, ben, tu ne viendras pas prendre la place d'un joueur qui est déjà établi et qui est déjà une superstar dans le baseball majeur. Parce que toutes les équipes du baseball majeur, en théorie, leurs 4 premiers frappeurs, c'est des joueurs d'un calibre supérieur. Là. C'est sûr que c'était un espoir au 3e but à Cleveland, ou que, tu sais, on peut en nommer comme ça, mais ça se peut qu'il y ait des joueurs qui soient plus durs à déloger que tu fasses les séries ou pas. Absolument. Messieurs, il y a le jeu. C'est vrai. On en garde un sur le terrain. On en laisse un sur le banc au cas où que notre partant se blesse. Et on dit au revoir à un d'entre eux. Pascal, je te lance. Cette semaine, le jeu que Matt nous soumet, des joueurs de 2e but de franchise. José Altuve, Chase Utley et Dustin Pedroia sont en jeu. Moi, la première question que j'ai, premièrement, c'est est-ce qu'il y a des poubelles d'impliquées? Parce que ça change ma réponse. mais mettons qu'il n'y en a pas. Là. On va dire pour les besoins de la cause. Il n'y a pas de poubelle? Non, on est en 2025, pas de poubelle, pas de wire, rien. Là, Altuve ne peut pas faire ça. Là, c'est vraiment là, toi et le lanceur. Fait que s'il enlève son chandail, il est vraiment en chess, là. Il est vraiment en chess. Okay. Puis il y a un tatou, par exemple. Parce que... Oui, mais ça c'est correct. Non, ben, je me ferai peut-être pas d'amis. C'est sûr que je mets Altuve sur le terrain. Je mets Utley sur le banc, puis je coupe Pedroia. Pedroia, il a eu une belle carrière. C'est un battant, le gars, il saignait du nez pour son équipe match après match, mais je veux dire, il n'y a pas eu nécessairement en matière de statistiques
Il n'y a pas eu les statistiques que Chase Utley a eues en carrière avec les Phillies, puis même chose pour Altuve. Altuve est encore actif, il est encore utile pour son équipe, mais c'est mes choix. Je mets Altuve sur le terrain, Utley sur le banc et Pedroia, ben bye-bye. Tu as dit que tu voulais couper Pedroia, donc si je comprends, t'es Manny Machado? Exact. C'est bon, je comprends mieux. Sébastien, de ton côté. Je vais être plate parce que j'ai la même lecture que Pascal. Puis, tu sais, poubelle, pas poubelle, là, oser Altuve, il n'y en avait pas besoin. Puis, c'est le cas pour la plupart des joueurs des Astros. Il n'y avait pas besoin de poubelle. C'est des excellents joueurs de balle. Altuve, il s'en va au temple de la renommée, à moins qu'on lui ferme les portes pour la raison des poubelles. Mais c'est ce que ce petit joueur-là a fait. C'est incroyable. Fait que c'est pour cette raison-là que je le place sur le terrain. Pedroia, très belle carrière, mais ce n'est pas une carrière Hall of Fame. Il y a eu des moments très clutch, mais je ne pense pas que ça mérite d'être ni sur le terrain ni sur le banc. Moi, tu vois, peut-être que je suis motivé un petit peu par la situation des poubelles, mais je vais mettre Altuve sur le banc, puis je vais mettre Chase Utley comme partant. Chase Utley, il avait du chien quand même. Il jouait la game de façon très intense. On parlait tantôt de justement l'importance de jouer correctement. Bon, des fois, il dépassait la limite. Là, quand tu es un joueur comme ça se peut que la ligne soit là, puis des fois, tu ailles un petit peu de chaque côté. Mais j'aimais bien voir Chase Utley jouer quand même. Il a été un joueur important, là, surtout du côté de Philadelphie. J'ai envie de le mettre partant, mais écoute, oser Altuve n'est pas une vilaine réponse non plus. C'était bonne question quand même aujourd'hui, Matt. Une autre bonne. Une autre bonne. J'ai hâte à celle de la semaine prochaine. Oui. Messieurs, je voulais garder ce sujet-là pour la fin. C'est le titre de l'émission, après tout. L'expansion. L'expansion de Rob Manfred qui dit que, bon, ça s'en vient, ce n'est pas une grande surprise. Mais surtout, ce qui n'est pas nécessairement une surprise, mais ce qui est une espèce de confirmation, Pascal, c'est le fait que il y a un réalignement des divisions là, qui s'en vient, puis c'est de plus en plus probable. Rob Manfred en a parlé, il a ouvert la porte, il n'était pas obligé de le faire, en mentionnant que de limiter les déplacements, ça allait faire en sorte que ça allait être peut-être plus facile pour les joueurs de ne pas se blesser. Ça indique que l'Est puis l'Ouest, comme on voit dans la Ligue nationale, comme on voit au basket, ça s'en vient probablement. Là. Probablement que l'américaine et la nationale seront un jour des vestiges du passé. Absolument. Ben, ça va être une ligue avec deux conférences, un peu comme la Ligue nationale de hockey puis la Ligue, la Ligue de basketball professionnelle. Ouais. Mais oui, pour éviter les longs voyages, pour éviter les déplacements, pour permettre aux joueurs d'avoir une zone de confort, pour faciliter les rivalités, c'est du bonbon aux oreilles de tout le monde. Mais je veux dire, il y a des puristes qui vont vouloir garder les divisions telles qu'elles étaient, puis ainsi de suite. Il va toujours y en avoir. Mais moi, si je me réfère, là, j'ai fait une petite recherche avant l'émission. Je suis retourné en 1980 dans la Ligue américaine, puis j'aurais pu faire le même exercice pour la Ligue nationale. C'est sûr qu'il y avait moins d'équipes, mais il y avait deux divisions. Il y avait la division Est, il y avait la division Ouest. Puis je prends la division des Yankees qui est dans l'Est. C'était les Yankees, tu avais les Orioles, tu avais les Brewers, tu avais les Tigers, les Red Sox, les Indiens et les Blue Jays. Donc, c'était pas compliqué à l'époque. On était allé vraiment de façon simpliste. On était vraiment allé de façon géographique. Puis c'est cet aspect-là qui motive actuellement Manfred, c'est la notion de géographie, puis la notion de recréer des rivalités. Sébastien, de ton côté, comment tu vois ça? Ben, peu importe comment je vois ça, on s'en va vers là. C'est comme tu l'as dit, que Manfred sorte de cette façon-là, c'est parce que ça s'en vient, puis peut-être plus rapidement qu'on le pense. J'haïs pas ça. Je pense qu'on va créer des rivalités. On va peut-être en enlever quelques-unes par le fait même, mais comme somme toute, je pense que ça va être une bonne chose. Mais je veux juste attirer votre attention sur la division des Red Sox, des Yankees, des Mets et des Phillies. Des Phillies. Oui. Ça va jouer à balle sur un moyen temps. Ça ne sera pas facile de sortir de cette division-là. Je ne sais pas comment va fonctionner le format des séries à ce moment-là, mais ça va donner des séries dans la saison, des séries entre ces équipes-là incroyables. Fait qu'il va y avoir du bon qui va ressortir de ça. Il y a peut-être quelques points négatifs, mais de toute façon, c'est vraiment vers là qu'on s'en va avec une expansion de 2 équipes supplémentaires pour amener ça à 32.
Puis si on commandite les divisions, ça pourrait être commandité par la Brinks, cette division-là. Il va avoir de l'argent. Il va avoir de l'argent au pouce carré, là. Mais ça, là, moi, je vous propose un nom pour cette division-là. Là. Ça s'appelle « Ma division est plus importante que la tienne ». Là. Oui. C'est un peu le même principe d'ailleurs que, écoute, je pense que c'est l'Est dans la nationale au football avec les Cowboys, les Commanders, les Giants et les Eagles. Il y a des équipes qui reviennent aussi, là, d'ailleurs, New York, Philadelphie, là, c'est un peu dans le même esprit, mais ça aussi, là, ça s'appelle « Ma division est plus importante que la tienne ». Mais moi, c'est un peu pour ça aussi que oui, je suis attaché jusqu'à un certain point à l'américaine, la nationale, puis moi, je suis pas bon pour apprendre des divisions. Fait que là, je les connais eux autres. Fait que si ça change, je suis pas content. Mais c'est le fait aussi que avant, les divisions étaient faites, Pascal, pour que, mettons, prends les Yankees et les Mets. Pourquoi ils sont dans 2 ligues? Parce qu'on se dit, toutes les équipes vont passer par New York. Si tu es un partisan à New York, tu peux aller voir des matchs de la nationale chez les Mets, des matchs de l'américaine chez les Yankees. Même tout le monde chose à va venir. Chicago. Même chose à Chicago. Puis, tu sais, même, écoute, en Floride, on met les 2 équipes dans les 2 ligues. Au Canada, on mettait les 2 équipes dans les 2 ligues. Et là, plus le temps passait, plus on se disait, hop, ça serait le fun quand même de les ramener. Puis là, tu sais, hop, les Astros vont switcher dans la Ligue américaine. Puis là, c'est pas, ceux qui vont au Texas, les 2 ligues vont être là. Non, c'est, on crée une rivalité de division. Et c'est de plus en plus important. On met de plus en plus l'accent sur ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, l'esprit de cette nouvelle division-là, c'est de dire, on va regrouper géographiquement, on va s'arranger pour que les Dodgers et les Angels soient ensemble, on va s'arranger pour que les Cubs, que les White Sox soient ensemble, on va s'arranger pour que les New York soient ensemble, on va s'arranger pour que toutes ces équipes-là que tu veux voir t'affronter, dont tu veux un choc des titans, mais ils vont être non seulement dans la même ligue ou la même association, peu importe, mais ils vont être dans la même division, si c'est le plan avec lequel on va de l'avant. On crée des week-ends particuliers. Tu as la série du métro à New York. Là, ça va être la série du métro quasi à l'année. C'est ça. Mais n'empêche que moi, par contre, j'ai un point d'interrogation quand on dit qu'on veut créer des rivalités. La division où se retrouverait, la section où se retrouveraient les Jays, j'ai de la difficulté à avoir des rivalités à long terme. Là, oui, les rivalités, parce que les équipes avec lesquelles les Jays seraient, c'est des bonnes équipes actuellement. Mais ça ne veut pas dire que ça va bien vieillir dans le temps nécessairement. Fait que je me demande, la rivalité des Blue Jays, ça va se créer avec qui? Tu sais, là, c'était facile de dire, oui, il y a une rivalité avec les Yankees. Oui, il y a une rivalité avec les Red Sox. Mais là, ça va peut-être être moins spicy, là. Ouais, j'ai l'impression que il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Probablement que les Tigers seraient là, c'est assez proche, mais est-ce qu'on irait après les mixer avec Washington Orioles? D'ailleurs, c'en est un autre, ça, Américaine nationale. C'est 2 clubs qui sont assez proches. Bon, par la force des choses, avec il y a un scénario des Grands Lacs, là, où tu aurais peut-être Cleveland, tu aurais peut-être Milwaukee, je ne sais pas. Là, ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas aller avec les clubs de l'Ohio? Est-ce que tu vas aller avec Pittsburgh? Est-ce que tu vas aller avec, je ne sais pas, mais il va y avoir aussi, par la force des choses, Sébastien, des divisions, appelons-les par défaut, c'est-à-dire ces clubs-là font du sens ensemble, puis on veut pas bouger, on veut pas toucher justement à ce monstre de Boston, New York, Philadelphie, fait que Toronto, on peut pas aller le mixer avec le Colorado, fait qu'on va le mixer, il va y avoir de ça aussi. Là, oui, c'est sûr et certain, il va y avoir un genre de ramassis d'équipes pas qui sont moins importantes, mais qui sont un petit peu moins sexy. Puis c'est d'où ton point, Pascal, ça va être plus dur de créer des rivalités. Quand on a le week-end des rivalités dans le baseball majeur, les Blue Jays affrontent les Tigers. Je sais pas. Oui, c'est ça. Ça, j'allais dire. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas excité quand ça arrive. Là, non, tandis que tu as d'autres rivalités à travers la MLB qui te dit, là, ça va être vraiment le fun à regarder. Peut-être que ça va se créer avec le temps. Peut-être qu'il va arriver des séries éliminatoires entre ces équipes-là qui vont créer ces rivalités-là, mais on part de loin. Pour faciliter tout ça, moi, j'ai une suggestion à faire à Rob Manfred, c'est de donner une équipe à Montréal puis de la mettre dans la même division que les Blue Jays. Yes, j'aime ça. Il n'y a rien à dire à ça. Et voilà, tout est réglé. Tu l'as, ta rivalité. Au lieu de mieux qu'une rivalité Montréal-Toronto. Oui. Pourquoi le hockey en profite? Pourquoi pas le baseball? Why not? Puis je dis le hockey, la société en général en profite. Là. Mais là, on parle de Nashville puis on parle de Salt Lake City. Là. Ouais. Nashville, j'ai l'impression que c'est inévitable, mais Salt Lake aussi, peut-être par la force des choses. Là, Nashville, Charlotte, peut-être. Oui. Charlotte, ça se peut. Ouais. Mais si on avait un stade fonctionnel, ça nous aiderait peut-être, là, mais c'est un peu dangereux en ce moment. Mais les rivalités, ça a toujours été aussi plus
par la force des choses, d'autres plus naturelles, d'autres moins. Tu sais, en ce moment, les équipes, par exemple, l'américaine affrontent 46 fois les clubs de la nationale. C'est 3 fois chaque équipe, une série de 3, soit à domicile, soit à l'étranger. Puis il y a un rival naturel, que c'est 2 fois à la maison, 2 fois à l'étranger. Donc, à chaque année, ils y vont. Prends l'Est, par exemple. Ben là, il y a des rivaux naturels par la force des choses. Là. Les Mets, les Yankees, c'est ensemble. Les 2 clubs de la Floride, c'est ensemble. Les Nationals, les Orioles, c'est ensemble. Et là, il te reste quoi? Il te reste Toronto, Boston, puis il te reste Atlanta avec Philadelphie. Fait que qu'est-ce qu'on se dit? Ben, probablement que Toronto, Atlanta, c'est trop loin. Fait que ça va être Toronto, Philadelphie, puis ça va être Boston contre Atlanta. Tu sais, c'est Boston ou Atlanta, c'est pas une rivalité naturelle par la force des choses, mais c'est parce que tu peux pas briser d'autres scénarios. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Mm-hmm. Oui, puis dans la division qu'on parlait tout à l'heure, c'est les Red Sox l'enfant pauvre. Oui. Si on fait... si on les garde avec les Yankees, les Mets, les Phillies, qu'on ne les envoie pas justement un petit peu plus au centre, c'est quand même quelque chose. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller de cette façon-là, puis inévitablement, on se rabat pour les quelques équipes restantes à une division qui est un petit peu moins excitante. On pourrait dire la même chose des Angels. Oui. Ouais, les Angels, bonne chance. Là. Ils vont manger leur bas pendant plusieurs années encore. Oui. Pour ceux qui n'auraient pas vu, ben, on se retrouve probablement dans une division toute californienne, dans un scénario évidemment où les Aces ne sont plus en Californie, mais tu te retrouves avec les 3 gros monstres qu'on voit aujourd'hui en Californie, dans l'ouest de la nationale, les Giants, les Padres et les Dodgers. Les Angels, écoute, ils ont de l'argent, ils mettent de l'argent sur des joueurs, mais appelons-les quand même les enfants pauvres de cette division-là parce que tu ne peux pas nécessairement rivaliser avec ce qui se passe. Messieurs, ça fait le tour de ce qu'on avait ce soir pour les auditeurs. Pascal, merci beaucoup d'avoir été là avec nous cette semaine encore une fois. Ça fait plaisir. Ce sera toujours un plaisir de venir avec vous. Yes, sir. Sébastien, merci d'avoir été là aussi et d'avoir répondu aux nombreuses questions des auditeurs. Il y en a eu encore une fois beaucoup ce soir pour ceux qui nous écoutaient en live à 20h le mercredi sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Et ceux qui n'auront pas pu nous écouter, évidemment, dans un format live, venir poser les questions à nous tous, on peut évidemment écouter le podcast dans un format un peu plus traditionnel de balado. Exactement. Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, si vous cherchez Passion MLB, le podcast, vous allez nous trouver. Et bien sûr, sur notre site web, passionmlb.com. Donc, tout va être là du point de vue podcast et tout est là sur notre site également du point de vue des textes qui suivent l'actualité du baseball majeur. C'est ce qui met fin donc à l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite une excellente semaine de baseball dans cette course aux séries qui est de plus en plus intense, évidemment. Là, la fin du mois d'août approche. Les mois de septembre, la fameuse course de septembre vers les séries éliminatoires qui approchent à grands pas. On vous invite à suivre ça sur Passion MLB et nous, on se dit à la semaine prochaine.